et vous comprendrez pourquoi je salue les membres du jury. Il y a le professeur Goyibwe qui est expert consultant en fiscalité, qui a toujours été à nos côtés et qui a assuré les cours de fiscalité en Master 1, en Master 2, en Licence 3. Je salue donc sa présence et sa collaboration qui rend possible aujourd'hui la soutenance de Mademoiselle Ouattara, Kadi félicité. Je salue aussi la présence de M. Grandmont Patrick. Grandmont Patrick qui est l'un des anciens de notre institution. Il est le directeur de la mission senior de Ernst & Young. Je vous dis de quelle année à quelle année il était étudiant à l'UBA, en espérant que dans quelques années, ça sera le tour de Mademoiselle Ouattara de faire partie des membres du jury. Merci, professeur. Donc, comme le professeur a dit, je suis Patrick Grandmont. La première promotion de l'UIBA qui s'appelait ESI, 99-2001. Et j'ai eu l'avantage, grâce à l'UIBA, d'avoir mon premier stage à la SOPRA. Donc, je saurai de quoi je parle pour ce matin. Je suis directeur de mission senior chez Ernst & Young. Et c'est à ce titre que je me joins avec plaisir à ce jury. Je vous présente également le troisième membre du jury qui est un ancien de notre institution. Il s'agit de M. Amédia Raoult, qui est le chef de service à la Direction générale des impôts. Pour qu'il vous précise de quelle année à quelle année il était à UBA, ex-ESID. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Amédia Raoult. À la suite de M. Patrick Grandmont. Alors, moi également, j'ai été élève pensionnaire de l'ESID, voilà, de 2000 à 2004. On applaudit également. Vous voyez que Mademoiselle Ouattara, Kadi félicité. Nous attendons votre tour d'ici l'année prochaine, dans quelques années, d'être membre du jury. Je tenais également à vous présenter la candidate d'aujourd'hui. C'est la première soutenance de l'année universitaire 2014-2015. Mademoiselle Ouattara Kadi mérite d'être présentée car elle est la preuve de quelqu'un qui tient à ce qu'elle fait. Mademoiselle Ouattara était ici depuis 2012. Elle n'a pas abandonné. Elle a réclamé sa soutenance parce qu'elle voulait faire de son rapport de stage quelque chose de bien et que j'espère fera l'objet de publication dans les maisons d'édition de l'UIBA. Donc on va commencer cette soutenance en donnant la parole au président du jury, professeur Goyibwe. Merci, Madame la Présidente. Je suis heureux que je sois entouré d'éminents fiscalistes qui sont des produits excellents, des produits sortis des l'UIBA, c'est ici. Ce matin, je souhaite que vraiment l'ambiance soit une réalité. Et Madame Ouattara, j'ai eu comme étudiante, va nous donner tout à l'heure une performance. Je voudrais qu'elle nous démontre ce dont elle est capable. Elle nous démontre la parole. Bonjour, messieurs le grand jury. Avant de commencer, je tiens d'abord à vous dire merci d'avoir accepté de participer à cette soutenance. Je suis Mademoiselle Ouattara Kadi félicité, inscrite en année de Master 2 professionnel option droit des affaires. Je vais vous présenter la construction de mon rapport de stage portant sur les mesures fiscales de soutien au secteur des transports publics du cadre de la SOTRA. Au cours de cet exposé, je vous présenterai d'abord le cheminement qui est à la base de la construction du sujet, ensuite les points forts de cette recherche et enfin son intérêt professionnel. Après avoir obtenu mon admissibilité, j'ai demandé un stage à la SOTRA dans le but d'étudier son régime. Alors sur place, j'ai pu constater que la SOTRA, bien qu'étant soumise à un régime fiscal de droit commun, bénéficiait de plusieurs mesures de faveur, aussi bien en tant qu'entreprise de transport public qu'en tant que SOTRA, cela depuis plusieurs années. Voilà. Et alors ces mesures fiscales de faveur faisant la spécificité du régime fiscal de la SOTRA, il m'est apparu alors logique de les étudier pour le choix du thème précité. Pour mieux aborder ce thème, je me suis posé les questions suivantes. En quoi consistaient exactement ces mesures?
quel était le motif de leur adoption et quel était l'impact fiscal de ces mesures sur l'activité économique de la SOCRA. Alors, répondre à ces questions imposait d'abord de traiter dans un chapitre d'études, de faire dans un chapitre 1 l'étude des mesures fiscales prises en faveur des entreprises de transport public et dans un chapitre 2 de juger de la pertinence de ces mesures en faveur de la SOCRA en particulier. Au chapitre 1, l'étude proprement dite a consisté d'abord à exposer des mesures relativement aux différentes catégories d'impôts et ensuite à l'évocation des implications de ces mesures et enfin à la détermination des implications de ces mesures. Cette étude s'est faite dans un premier temps sur les mesures en faveur des entreprises de transport public en général, puis sur les mesures en faveur de la SOCRA en particulier. Concernant les mesures prises en faveur des entreprises de transport public en général, notons que de 2002 à 2013, 6 mesures ont été prises en matière de TVA, de contribution des patentes et de BIC. Ces mesures, pour certaines, ont été prises en vertu d'un principe de la neutralité et pour les autres, afin d'alléger les charges fiscales des entreprises de transport public. Dans le domaine de la TVA, il s'agit des mesures d'aménagement du droit à l'exécution et des mesures d'exonération de la TVA sur l'acquisition de véhicules et l'achat de produits pétroliers. En matière de contribution des patentes, il s'agit des mesures d'abattement de 50% du droit sur le chiffre d'affaires et de la mesure d'exonération de la patente sur l'acquisition de véhicules neufs et d'occasion de moins de 6 ans. En ce qui concerne le BIC, il s'agit des mesures de réduction de la durée d'amortissement du matériel de transport et de réduction du taux de l'impôt sur le bénéfice industriel commercial. Quant aux mesures concernant les mesures spécifiques à la SOCRA, ces mesures ont été prises afin d'appuyer la restructuration d'alors la SOCRA. Et ces mesures consistent en un régime d'achat en franchise de TVA et de droits de douane sur une certaine catégorie de biens énumérés à l'article 355-41 du Code général des impôts et aussi en une mesure d'exonération de la patente jusqu'en 2015. Et au chapitre 2, j'ai pu montrer dans un premier temps l'impact des mesures fiscales en faveur des mesures fiscales d'appui sur l'activité économique de la SOCRA. Et dans une deuxième partie, je fais des propositions pour l'amélioration de la situation de la SOCRA. Et en ce qui concerne l'impact des mesures fiscales, j'ai pu montrer l'impact fiscal et financier en mettant en évidence les mesures les plus avantageuses et en parlant de mesures bien qu'étant favorables et qui présentaient des limites. Et en matière des mesures les plus avantageuses, c'était les mesures d'exonération de la TVA, d'achat en franchise de TVA de droit de douane, d'abattement de 50% du droit sur le chiffre d'affaires, de réduction du taux de BIC, de 50% du taux de BIC et d'exonération de la patente. Le reste des mesures, à mon sens, étaient moins pertinentes. Et concernant la réalisation des objectifs visés, j'ai pu constater un allègement de la charge fiscale en ce qui concerne la SOCRA et l'achat de nouveaux véhicules et aussi de véhicules d'occasion. Il faut dire aussi que la restructuration n'a pas pu atteindre ses objectifs, d'où actuellement l'adoption d'un nouveau plan de restructuration à la SOCRA. Concernant les propositions que j'ai pu faire pour permettre à la SOCRA de sortir définitivement de sa situation difficile, il y a d'abord le maintien des mesures qui ont déjà été prises jusqu'à l'amélioration de la situation de la SOCRA. La réadoption d'une mesure qui n'est plus en vigueur, c'est la mesure de réduction de moitié du taux de BIC. Et
l'adoption de nouvelles mesures. Et une mesure, bon, qui n'est pas au sens de la loi, une mesure qui n'est pas faisable en temps normal, mais la SOTRA, on souhaiterait, au niveau de la SOTRA, que de façon exceptionnelle, cette mesure puisse être prise en faveur de la SOTRA. Il s'agit de la mesure de compensation des dettes fiscales, du crédit de TVA et des dettes fiscales de la SOTRA. Et aussi l'application, une autre mesure, c'est l'application de la TVA sur les services concédés. Et la troisième mesure, c'est la réduction du taux de détermination de la valeur de 10% en matière d'impôts fonciers. Voilà, nous tenons à faire remarquer qu'il est bien de prendre des mesures en faveur des entreprises. Mais on faudrait que cette mesure soit correctement appliquée. En ce qui me concerne, moi, faire une étude sur la SOTRA m'a permis de mieux comprendre les difficultés de cette entreprise dans son service, dans l'exécution de son service, service public. Et personnellement, ça m'a permis de passer le rôle général des impôts en revue, donc de mieux comprendre la fiscalité ivoirienne, et puis d'étudier plus sur la taxe fiscale, donc d'améliorer les techniques de commentaires, surtout en matière de loi. Et là, je peux vous assurer que ces apports complémentaires, ces apports me sont utiles dans ma pratique professionnelle actuelle. Voilà. Pour terminer, j'aimerais faire un rapport complémentaire concernant la procédure pour le bénéfice de l'exonération. Voilà. La procédure pour le bénéfice de l'exonération telle que définie par la page 26 par voie d'attestation est la procédure normale. Mais en pratique, sur l'autorisation du directeur général des impôts, la SOTRA bénéficie de l'exonération sans procédure particulière. Alors je vous remercie pour votre attention et je vous dis à votre disposition pour les échanges. Merci pour le mandat, très bellement dans le temps. On ne laisse pas, M. Gava, vous avez la parole. Merci, Président. Merci, Mme Ouattara, pour cet exposé qui était concis, précis. Il y a des points d'appréciation qu'on va faire. Déjà, mon appréciation générale de la qualité d'écriture, très belle qualité d'écriture. Le rapport est digeste, il est clair. On en viendra au point à améliorer. Déjà, sur votre présentation, il faut éviter simplement de dire voilà, parce qu'on le voit. Ensuite, dans ce type de présentation, je vois que votre maître de stage était M. Sampédé. Donc, je pense que c'est un résultat d'ensemble. Ça améliorera la qualité de votre interaction avec le jury et avec ceux qui seront appelés à vous apporter quand vous êtes dans le cadre de ce type de travaux. Ceci dit, j'aimerais, avec la permission du Président, aller directement au point que j'ai relevé au cours de ma lecture. Le sommaire me paraît correct. Concernant le plan, cependant, vous avez fait toujours un distinguo entre les mesures applicables à l'ensemble du secteur du transport et celles applicables à la SOTRA, qui est un plan naturel, qui est un plan normal, c'est totalement valable. J'aurais pensé qu'une alternative de plan aurait été de situer le plan selon les phases de vie de l'entreprise. Parce qu'il me semble qu'il y a eu plusieurs restructurations. On en parlait déjà depuis 2001. Quand j'ai rejoint la SOTRA, le plan de restructuration était sur place, il y avait un régime antérieur. On comprend que c'est le régime de droit commun, société de transport. Tout au long des travaux, les annexes ne sont pas citées dans le corps du travail. Il n'y a pas de renvoi à des annexes. Mais je me rends compte que vous avez mis des annexes et des annexes pertinentes. Sauf si j'ai manqué 2 ou 3 choses, il faut à chaque fois dire renvoyer à telle annexe, renvoyer à telle annexe, de sorte qu'on sait que l'information se trouve quelque part. Ensuite, je suis resté un peu sur ma faim en termes de documents pratiques. Vous avez parlé des attestations d'exonération au cours de vos travaux.
il aurait été judicieux d'en avoir des copies. Ça nous permettrait de mieux apprécier. Ceci dit, l'introduction me paraît équilibrée, je laisserai les commentaires aux membres du jury. Comme je disais, il est fluide, il est facile à lire. Je vais donc au point qui m'intéresse. Chapitre 1, vous avez dit étude des mesures fiscales prises en faveur des entreprises de transport public. Okay. On aurait pu faire l'économie de l'étude. Chapitre 1 aurait pu être mesures fiscales prises en faveur des entreprises de transport public. Là, je serais un peu influencé par mon métier actuel, qui est d'aller droit au but. Comme on dit, le client atteint une information précise. Donc ça améliorerait, mais c'est de l'esthétique. Hein. Ça n'entache en rien la pertinence de vos travaux. Je vais donc directement, Monsieur le Président, au point qui m'intéresse. La première mesure, celle de l'aménagement du droit à déduction. Il est évident que l'aménagement du droit à déduction, c'est-à-dire le droit pour la SOTRA de déduire la taxe supportée, aurait conduit à un crédit de TVA par application de la règle Chouard. Et là, heureusement que vous en parlez un peu plus loin pour montrer quel était l'impact. Il s'agit, en mon sens, de ce qu'on appelle des fausses bonnes mesures. Elles sont assez prisées, mais au regard d'une activité qui ne facture pas de TVA, si j'ai un droit à déduction, ma vraie problématique va poser au niveau du remboursement éventuel de ce crédit. Et de ce que je sais, le type de crédit que la SOTRA concentre n'est pas remboursable. Peut-être que parmi le crédit, il peut y avoir quelques investissements, peut-être qu'ils pourraient ouvrir le droit, mais dans l'ensemble, ils vont avoir un crédit structurel. Ils vont donc déplacer le problème. Poser la question de la règle du butoir, il fallait la développer un peu plus. Mais vous faites ressortir cette règle quand vous parlez de l'impossibilité pour la SOTRA d'avoir droit au remboursement et d'appliquer la TVA sur les coûts de transport. À la page 15, vous citez les raisons d'une mesure d'exonération de la TVA. Parmi ces raisons, je ne l'ai pas dit, mais je pense que c'est sous-entendu. La raison principale, c'est si on m'exonère de la TVA, je réduis par cela même de 18% le coût de mon investissement. Et il faut, quand vous abordez ce type de sujet, garder toujours à l'esprit l'impact économique réel. Que, comme vous l'avez bien mentionné, c'est toujours sur la base du plan de restructuration que la SOTRA a demandé les mesures d'accompagnement. Donc, ça, il faudrait le faire ressortir, parce qu'à la fin de la journée, la TVA a un impact sur la trésorerie. Vous l'avez indiqué. Quoique la trésorerie de 2004 et celle de 2000, si je vais à l'annexe, à la dernière annexe, président, annexe 9, c'est bien un tableau récapitulatif de l'évolution de l'impact financier de la restructuration, mais la position de trésorerie nette reste identique de 2004, après la restructuration de 2004. Vous avez fait avant et après. La ligne trésorerie nette, je vois moins 2,487 milliards, et après la restructuration, on a moins 2,487 milliards. Il y a des postes qui se sont améliorés, bien évidemment, des postes importants comme le fonds de roulement. Mais l'impact est donc assez mesuré en termes de trésorerie nette. S'il y a une trésorerie nette de moins 2,4 milliards, c'est un peu difficile pour couvrir les fins de mois. C'est ce qui n'était pas plus fort. Ma prochaine remarque va porter sur la problématique de la patente. À la page 18, il a institué des mesures relatives à la patente. On a essayé d'alléger la charte de patente de la SOTRA. Mais s'agissant d'une société de transport, ce qu'il faut savoir, c'est que la patente était pendant longtemps une très grosse problématique. Pour une raison simple. La patente sur les transports étant assise sur les places, le nombre de places tel que mentionné sur la carte grise, le contrôle qui a eu lieu en 2001-2002 portait sur la patente, parce que les contrôleurs des impôts, je regarde, ils estimaient que certes la carte grise mentionnait une cinquantaine ou une vingtaine de places,
Mais à la vérité, et de façon ostentatoire, les bus de la SOTRA ne contenaient pas que 20 ou 30 personnes. On se retrouvait à des bus de des centaines de personnes dans un bus. Et comme la fiscalité saisit la réalité des transactions, il y a eu un débat qui s'est engagé entre la légalité, les règles qui me disent qu'il me suffit de considérer les places sur ma carte grise, et la réalité de l'utilisation de l'outil. Ça a été difficile, donc les partis sont restés sur leur position tranchée. Je n'ai pas eu la chance de voir l'issue de la procédure. Peut-être que vous aurez l'occasion de me dire comment la procédure est finie. Il s'agissait également du type de travail, de faire ressortir ce type de problématiques qui sont très intéressantes et qui sont capables d'être dupliquées à d'autres industries, à d'autres transporteurs, puisqu'il s'agit au quotidien de ce que des problèmes que l'on rencontre. Ensuite, je pense que dans votre analyse, l'effet de la crise est passé sous silence. Quand je dis l'effet de la crise, c'est depuis 2000, parce que le plan de restructuration commence en 2000. Il ne s'agit pas de la crise immédiate de 2011. Parce que les mesures sont, si vous vous rendez compte, les mesures suivent des pics de crise. Et cette analyse-là, elle est importante, ça montre la fonction, je ne dirais pas, sociologique de l'impôt. L'impôt ne tombe pas ex nihilo, l'impôt n'est pas inventé, l'impôt suit la courbe des difficultés d'une société. Et une société comme la SOTRA est une très belle vitrine pour nous faire une idée de la santé de l'économie en général. Et elle est très tributaire de tout ce qui est manifestation, de tout ce qui est de nature à entraver la liberté de circulation. Un lien avec l'octroi des mesures et période de pic de crise, parce que quand vous regardez 2004, on ne vous le reprochera pas, il s'agit juste de l'avoir à l'esprit. Ça n'enlève rien à la pertinence des points que vous avez soulevés. Donc dans l'ensemble, j'ai fait les notes sur à peu près toutes les pages, mais ce sont des notes positives parce que c'est pertinent, c'est précis. Il y a très peu de zones d'ombre dans la façon dont vous abordez les sujets. Vous les abordez d'une façon relativement complète. Je mets des OK. Donc pour ma part, sur ces points-là, j'étais satisfait. Sur le point, par contre, de la facturation, je suis à la page 26, la TVA visée par l'exonération dite. Paragraphes 5 et 6, vous écrivez qu'au vu des attestations, les fournisseurs doivent obligatoirement établir une facture hors TVA mentionnant les références de l'attestation d'exonération visée par la DGI. En aucun cas, les fournisseurs ne doivent mentionner la TVA sur les factures délivrées. Dans le cas contraire, la simple facturation de la TVA entraînera de plein droit son exigibilité. Je ne partage pas cette position technique que vous prenez. Mais vous aurez l'occasion de nous dire, donc il faut noter ça. Ici, il s'agit d'une exonération sur attestation. Il me semble qu'il existe une note de service qui définit la façon dont on doit facturer lorsque nous sommes en phase d'exonération de TVA sur attestation. C'est dire bien mentionner la TVA avec la mention TVA non facturée. Donc, contrairement à ce que vous dites, il faut bien mentionner la TVA, mais la faire suivre d'une mention qui précise que c'est TVA non facturée. Ça donc contredit votre déclaration selon laquelle le seul fait de mentionner la TVA entraîne son exigibilité. Il faut savoir que le fait générateur et l'exigibilité de la taxe ne sont pas liés aux mentions sur une facture. Vous pouvez me facturer de la TVA si j'estime que le bien livré a été sous forme d'une exportation ou que le service rendu n'est pas dans... J'ai un problème de territorialité, je l'ai rendu à l'extérieur et utilisé à l'extérieur. Vous aurez beau mettre TVA sur votre facture, je serai en droit de dire la transaction est pas comme ça. Donc il faudrait noter ça et nous éclairer évidemment si bien sûr on se fait revoir. Le deuxième chapitre donc, sur le renforcement
qui traite de la pertinence des mesures en faveur des entreprises de transport public, en particulier de la SOTRA. Je ne comprends pas la formulation du chapitre 2. Est-ce qu'on parle des mesures en faveur du transport public ou est-ce qu'on parle des mesures en faveur de la SOTRA? Tel que c'est rédigé, c'est deux en un. On va le noter et pouvoir nous expliquer. Vous écrivez à la page 31, la mesure visant aux pages 31, paragraphe 1, 2, 3, 4. Vous écrivez la mesure visant à l'aménagement du droit à déduction permettant à la SOTRA d'être toujours en situation de crédit TVA. On pourrait donc en déduire qu'elle lui est à tout point de vue bénéfique. Il me semble que ça contredit une autre de vos déclarations, mais que je n'arrive pas à retrouver là. Vous dites que le fait d'être en crédit TVA est bénéfique. Vous l'abandonnez. Donc, à juger, alors on a un problème. Et effectivement, comme on l'expliquait, le crédit TVA est la situation dans laquelle une entreprise supporte la taxe, mais ne peut ni l'imputer ni se la faire rembourser. Du coup, elle se retrouve avec des montants de taxes dans ses livres, ça grève sa trésorerie. C'est à peu près catastrophique pour une entreprise. D'autant plus que l'idée de toutes les mesures, c'était d'en arriver à l'allègement de la charge fiscale de cette entreprise-là. Donc à la page 31, il faudra revoir. Justement, à la page 32, vous nous dites, le troisième paragraphe en comptant de la fin, en ce qui concerne les droits de douane, seule la TVA est exonérée, les droits de douane proprement dits sont acquittés. L'économie nette de trésorerie réalisée d'environ 1,702 milliards de francs. Ces mesures prises par l'État en faveur de la SOTRA en matière de TVA rétablit son équilibre financier et restaure sa capacité d'endettement. Pour la capacité d'endettement, oui. Parce que les différents ratios qui vont être présentés vont être meilleurs. Mais pour l'équilibre financier, peut-être sur les grands agrégats financiers, mais en trésorerie, c'est dramatique. Or, la SOTRA a vraiment un problème de trésorerie, comme on l'a vu, avec une trésorerie nette. En son temps, au moment de vos études, je pense que maintenant ça s'est amélioré, de moins 2,4 milliards. Donc, cette déclaration est partiellement exacte, mais l'embellie n'est pas ce qu'on aurait souhaité. À la page 35, au paragraphe 2, vous écrivez « La réduction du bénéfice imposable implique en principe une diminution du BIC. Cependant, la SOTRA ayant obtenu ces dernières années des résultats déficitaires, peut-on dire que ces amortissements ont eu une incidence significative sur ces déficits? Si oui, on pourrait alors qualifier ces mesures de pertinentes dans la mesure où cela a conduit à faire payer l'IMF à la SOTRA. Vous continuez en disant, mais vu que déjà en 2003, avant l'entrée en vigueur de cette mesure, la SOTRA obtenait un résultat déficitaire et acquittait donc l'IMF au taux plafonné de 30 millions. Nous nous permettons donc de remettre en cause la pertinence de cette mesure. Je ne comprends pas la conclusion. Ce n'est pas parce qu'une entreprise est déficitaire qu'on ne doit pas lui faire des facilités en termes d'amortissement. Je comprends le lien. Et c'est en cela que je salue le travail que vous avez fait. À chaque fois, au moins nos désaccords sont clairs. Parce que votre écriture est pertinente, elle est limpide. Vous dites, ça ne sert à rien d'accélérer ma durée d'amortissement, donc d'augmenter mes charges plus vite sur les premiers exercices, si de toute façon je suis déficitaire. Mais avez-vous pensé à faire l'analyse en termes d'ARD? C'est là où se trouve l'État. C'est de constituer des amortissements réputés différés. L'avantage. Et les ARD étant reportables de façon indéfinie, ça permet à la SOTRA de garder cette charge-là sans limite. Là où son déficit au bout de 5 ans aurait été prescrit. Donc ici, il y avait une fenêtre technique. J'avoue qu'elle n'est pas évidente, mais il y avait une fenêtre technique pour faire une analyse
ARD, et pour finir par conclure, ça vous aurait conduit à conclure autrement. Disant, même si en apparence c'est pareil défavorable, puisque j'augmente mon déficit sur un court laps de temps, mais par contre, ça me donne de la marge pour constituer des ARD plus importants. À la page 39, on en a parlé déjà, c'est la question du crédit TVA. Et ma question, c'était de savoir est-ce que le crédit constitué par la SOTRA est un crédit remboursable. Étant entendu que, comme vous le savez, le crédit TVA, il est remboursable dans des conditions bien précises et énumérées par la loi. Et il est non remboursable quand il est constitué dans les autres cas de figure. Et je pense qu'à la conclusion de vos travaux, on comprend que ce crédit est non remboursable. J'en viens maintenant aux mesures. Là, on était déjà dans les mesures. Donc, votre première mesure, c'est de prescrire la compensation entre le crédit TVA et les autres dettes fiscales de la SOTRA. C'est une mesure pertinente à laquelle l'État a toujours fait une feuille de non-recevoir pour une raison simple. L'État ne veut pas ouvrir la boîte de Pandore. Le crédit TVA n'est pas un crédit. Le problème de crédit TVA n'est pas spécifique à la SOTRA. Du coup, accepter la compensation avec la SOTRA supposerait de créer un précédent. Une jurisprudence dont pourrait se servir, et croyez-moi, il y a des centaines et des centaines d'entreprises, des milliers, merci professeur, qui sont dans la situation de crédit TVA. Il y avait des mécanismes qui avaient été pensés, notamment la titrisation, c'est de transformer le crédit en des titres qui étaient censés être négociables. Mais un titre n'a de valeur que par la qualité du débiteur. Ce n'est pas parce que je transforme mon crédit en titre que demain il va être remboursé. Et l'État, il y a encore des titres qui jusqu'à présent ne sont pas remboursés. Donc la mesure la prescription est correcte, mais ça reste encore un peu mieux. Et on espère qu'ils vous en prendront à l'issue de ce travail. La deuxième mesure qui est très intéressante, c'est celle de permettre l'application de la TVA sur les tarifs concédés. Elle est intéressante, mais je pense que vous n'allez pas au bout de votre projet. Vous parlez des tarifs concédés et vous me parlez du TVA à 18%. Déjà, tout au long du travail, vous nous avez expliqué avec brio que la TVA fait du social est obligée de baisser ses coûts, mais vous aurez pu faire là un peu de droit comparé. Déjà que le Code général des impôts lui-même contient ce type de mesure de TVA à 9%, pourquoi ne pas aller vers ce qui se fait comme la TVA sociale à 2, 3, 4%? Voilà, l'idée ici étant, l'idée n'est pas de collecter la totalité de la TVA, mais de résorber un crédit dont on connaît le montant. Donc, appliquer 2 ou 3% sur le ticket de bus serait totalement transparent. Mais là où je ne sais pas, la dernière fois que vous avez pris le bus, c'était quand? Vous me dites que si on met 36 francs sur les 200 francs, ce qui est supportable, et je vous cite, ce qui est supportable par les usagers malgré la crise économique et sociale. Pour 36 francs, c'est supportable. Il y a deux problèmes à cela. Première chose, il faudra regarder en taux de progression. Tu aurais augmenté ton ticket, parce que pour avoir 200 francs au final, tu mettrais 18% de plus, donc tu aurais augmenté le taux de ton ticket de 18%. En termes de ratio, même si les 18% correspondent à 36 francs, c'est 18% d'augmentation. Donc je ne crois pas que ce soit totalement supportable. Et il faut voir donc l'impact général, il ne faut pas voir le prix sur le ticket. Ça suppose, vous aurez dû faire la SOTRA vend tel nombre de tickets par an. Si elle vend 100 000, 200 000 tickets, multipliez par, et vous verrez quelle est la ponction qu'elle aurait opérée sur ses usagers. Donc ici, votre conclusion, elle est tronquée parce que vous vous attachez juste au prix du ticket. Mais quand on est sur des masses monétaires aussi importantes, des masses économiques aussi importantes, il faut toujours amener à l'échelle. Je vous fais je vous rajoute 100 000 francs sur votre scolarité. Je dis maintenant, vous pouvez supporter 100 000. Mais
si je regarde 100 000 à l'échelle de l'université où il y a des milliers d'étudiants, vous voyez la ponction que ça fait sur l'économie en général. Okay? Et donc sur ce point, et le deuxième problème, c'est que vous dites il faut faire 240 francs. Je ne sais pas la dernière fois où vous êtes arrivé à trouver des pièces de 10 francs dans ce pays. La monnaie est problématique. Et ça, pour avoir été à la SODA, vous savez que c'est un problème récurrent. Ne faites jamais le prix à 240 francs, 235 francs, vous n'aurez jamais de monnaie. Le monsieur va venir à 10 000, il faut lui trouver sa monnaie plus les 10 francs qui sont dessus. Donc ça a l'air de rien, mais c'est pour ça qu'en général, ils évitent, se trouvent autour de montants à 200, à 300, ils cherchent des montants ronds, bien sûr acceptables. Cela dit, votre recommandation est pertinente. Il faut juste voir le taux de la TVA et puis regarder l'impact, parce que après vous avez un objectif d'appurement de crédit. Donc l'exercice que vous aurez dû faire, si je commence à collecter de la TVA sur 100 millions de personnes, d'usagers, ça me rapporterait combien de crédits TVA collectés et sur quel nombre d'années je serai en mesure de résorber mon crédit. Vous ne parlez pas également des subventions de l'État qui ne sont pas impactées bien sûr par les différentes mesures, mais j'aurais quand même aimé à un moment donné qu'on nous dise que la SODRA bénéficie des subventions de l'État. Mais ça, ce sera juste à titre d'information, ça n'enlève rien à la pertinence de vos travaux. Mon dernier commentaire, je l'ai fait, je pense, c'était le tableau comparatif. Et ça, c'est une très belle initiative de nous avoir mis des chiffres. Parce qu'à la fin de la journée, la plupart des mesures, et très souvent on nous a commandé ce type de travaux, la plupart des mesures ne sont pas chiffrées et on ne sait pas si oui ou non, professeur, ça a bénéficié à l'entreprise. Mais ici, avec les chiffres, nous nous rendons compte que bon, il y a une certaine amélioration. Concernant les pertes cumulées, par contre, le tableau des pertes cumulées, c'est à l'annexe 9. Si vous pouvez noter de m'expliquer abandon de créance, abandon de créance, abandon de créance. Vous avez abandon de créance en parenthèse capital par dotation, abandon de créance de l'État consolidé, abandon de créance sociale, abandon de créance fiscale, utilisation partielle des réserves. Et vous me dites, ce sont des pertes cumulées. Les abandons de créance, en principe, ça vient en chiffre d'affaires, ça vient en revenu. Donc il faudra m'expliquer. Peut-être que ce sont les libellés qui ne sont pas suffisamment parlants, mais les abandons de créances viennent en revenu et non en pertes cumulées. Ou bien c'était des créances, en ce moment-là, il faut enlever le terme abandon et puis laisser les différentes créances qui constituent donc les pertes cumulées. Là, je comprendrai mieux. Voici, Président, les quelques commentaires que j'avais à faire. Merci. Merci pour ce travail. Merci. Je crois que l'intervention de M. Président nous a aussi instruit, parce que lui-même, il a dit à la part, ça a éclairé d'abord tout ce qui était au fond dans ma tête. Et je crois que c'est pas fini. Avant de laisser la parole à M. Seigneur, je voudrais que vous teniez compte de toutes ces remarques, parce qu'il ne faut pas faire de remarques. Alors, je note que le document a bénéficié d'un très bon niveau de langue, parce que lorsqu'on le lit, effectivement, M. Gamon l'a rappelé à plusieurs reprises, et c'est particulier, je viens d'entendre dire, lorsqu'on le lit, ça coule de source, on sent un bon niveau de recherche, parce que à certains moments, vous êtes remonté aux origines des différentes mesures de soutien au secteur du transport, ainsi les différents revirements de position de l'administration fiscale que vous avez rappelés, et j'avoue que j'ai été très impressionné. On sait également un effort de structuration de l'idée, parce que à certains moments, vous avez pris la peine de rappeler les mesures telles qu'elles étaient, et puis d'indiquer également la situation en cours, tout ça. Alors j'avoue que j'ai été impressionné par ces différents
Alors, j'avoue également que M. Mitterrand a survolé l'essentiel, on va dire, des préoccupations que nous avons relevées dans le cadre de notre travail. Parce que, alors, moi, la SODRA, je ne l'ai pas vue au même titre que lui, parce que lui, il a vu l'intérieur. Mais j'avoue que la SODRA, par contre, a été l'un des premiers dossiers sur lesquels j'ai travaillé quand je suis arrivé à la direction générale des impôts. Parce que, non, je ne dirais pas de travailler, parce que j'étais en stage à la direction des grandes entreprises. Lorsque la question de la patente transport s'est posée, et j'avoue que en tant que stagiaire, ça nous demandait de saisir les patentes transport dans l'application informatique du roi. Et j'avoue qu'on a des difficultés à ce propos parce que il y a le principe légal tel qu'il est disposé dans le code, nombre de places pour la prestation du droit sur chef d'affaires, donc on confie à la place du chauffeur, élément que vous avez pris à la peine de corriger de votre travail. Et puis le cas de la SODRA.